rencontre, Gosselin-Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario. Augmentation importante du nombre de faillites chez les jeunes. Augmentation importante du nombre de faillites, puis après, chez les jeunes, hein, c'est En deux plus, oui. phénomènes, là, puis c'est quand même un significatif. Tu te rappelleras, Mario, on en avait parlé il y a quelques semaines à l'émission, il y a une augmentation de près 20% là, année sur année des faillites au Québec et au Canada. Et ce qui est un peu plus inquiétant, et ça a été dévoilé par le bureau d'enquête du Journal de Montréal, excuse-moi, c'est qu'en fait, c'est les jeunes qui sont vraiment la population surreprésentée là, dans ces nouvelles faillites-là. On parle quand même d'une augmentation. Là, à l'époque, il y a 10 ans, c'était environ 22%, donc une faillite sur 5. Maintenant, c'est à peu près une faillite sur 3 qui est faite par des jeunes de 18 à 34 ans. C'est grave pour plusieurs raisons, mais surtout que c'est souvent le moment, Mario, où tu commences dans la vie, où tu vas faire des décisions financières qui vont avoir un impact majeur sur les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Donc, si tu commences ça avec une faillite, ça vient gréver l'acide de l'histoire assez sévèrement. Ouais. Ouais, ça laisse une trace à ton dossier, mais c'est aussi, dans certains cas, on se rend compte des jeunes qui sont un peu fait prendre, c'est-à-dire dans le jeu, parce que, tu sais, c'est pas dire quelqu'un, mettons, un père de famille qui s'est embarqué avec une maison, un paiement d'auto, puis le père l'emploi. Non, mais t'es dans des histoires complètement différentes de jeunes qui ont juste fait des achats trop vite, un peu compulsifs, avec, tu sais, des applications genre Amazon où la carte de crédit est déjà programmée dedans, puis t'achètes trop vite. Et c'est pas des si gros, souvent, c'est pas des si grosses faillites que ça non plus. C'est qu'ils ont des revenus pas si gros. Non. Puis c'est ça qui est le pire, Mario. Puis tu sais, loin de moi l'idée de minimiser les montants, mais en même temps, tu sais, ce qu'on entend, là, puis ce qu'on apprend dans le dossier du journal, c'est qu'il y a plusieurs jeunes qui font des faillites pour 15 000 tu sais, puis c'est honnêtement, tu sais, c'est pas tant d'argent que ça, là, tu sais, je veux dire, dans les faits, il serait certainement possible de prendre arrangement avec les créanciers, de rembourser ça sur 2, 3, 4 ans, avec un certain intérêt probablement, mais évidemment, au lieu de ça, de faire une faillite, de gréver son dossier de crédit pendant 7 ans, Mario, pratiquement pas pouvoir emprunter, avoir énormément de difficultés. Ah oui, c'est à ce point-là. Là. C'est 7 années de vache maigre quand t'as une... C'est très, très grave. Cette année de vache maigre et autres mauvaises choses. Là, mais ouais, c'est très long là, se remettre d'une faillite. Puis même, je crois que dans certains cas, par exemple, certains emplois dans la fonction publique ou certains types d'emprunts, ça te suit toute ta vie. On va te demander, as-tu déjà fait faillite? Puis tu es tenu de déclarer que oui, même si ça fait 20 ans de ça. Donc, ultimement, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Puis comme tu le dis, évidemment, la première cause de ça, selon toute vraisemblance, c'est la mauvaise gestion financière, c'est-à-dire trop de dépenses par rapport à la capacité de payer, qui est beaucoup stimulée là, par l'accès facile au crédit puis la dépense facile sur les outils numériques, là, comme tu disais, Amazon et autres applications de magasinage qui permettent finalement, sans vraiment voir les montants, là, c'est pas comme à l'époque où on allait au magasin avec son 200$ puis dire j'ai 200$ pour m'acheter des vêtements. Là, ben, c'est tu commandes, puis à la fin du mois, tu découvres que tu en as commandé pour 500 ou 1000$. Ça peut monter très, très, très rapidement. Et donc, c'est une mauvaise nouvelle, évidemment, qui milite en faveur d'une meilleure éducation financière. Là. C'est un peu mon dada, Mario, comme tu le sais, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Là. Ouais. Nordvolt qui pourrait accepter de passer à travers l'étape du BAP. Ouais, j'ai comme l'impression que ça s'est fait vite, là. Il y a quelques jours à peine, on disait qu'ils étaient dispensés. Tu te rappelleras, Mario, Québec avait adopté en début d'année 2023 un ajustement à la loi là, qui dispensait tout juste là, en termes d'impact puis de pied carré là, Nordvolt de devoir passer par cet exercice-là. En même temps, selon toute vraisemblance, le PDG de Nordvolt, puis tu sais, Nordvolt, on en pense qu'on en veut. Ça reste une entreprise, je pense, Mario, qui fait des batteries, puis dans le fond, avec une mission fondamentale de décarbonation, là, électrification des transports. Je pense qu'ils ont des bonnes valeurs, là, on va leur donner ça. Et donc, le PDG de Nordvolt qui dit essentiellement que s'il y a des réglementations environnementales, loin de lui l'idée de les esquiver. Là. Donc, essentiellement, il dit on est prêt à montrer patte blanche. J'ai
comme regarder différentes sources. Mario, j'ai pas eu accès aux énoncés propres de Nordvolt, mais selon certains, l'acceptation serait déjà faite. Là, donc, il y aura un BAP, alors que certains autres disent qu'il pourrait y avoir un BAP. Mais grosso modo, ça veut dire qu'il va y avoir cette étape-là additionnelle là, dans la conception du projet, en espérant que ça se passe bien, parce que comme tu me l'as fait toi-même remarquer, Mario, des fois, le BAP, ça veut dire des délais beaucoup plus longs que nécessaire, et donc des coûts plus importants aussi pour la réalisation d'un investissement aussi important que cette usine-là là, à Saint-Basile et McMasterville. La Chambre de commerce de Montréal qui attaque de front là, toute la politique, la vision du développement résidentiel de la mairesse Plante. Oui, ben puis son administration dans son ensemble. Puis c'est drôle, Mario, parce que j'en avais déjà parlé avec toi. J'ai été quand même assez au courant là, de ce dossier-là. C'est un règlement qui a été adopté il y a environ 2 ans à Montréal qui s'appelle le règlement pour une métropole mixte, qui essentiellement augmente les quotas que les développeurs doivent soit payer, soit construire en logement social, logement abordable et logement familial. Le règlement est connu comme étant le 20-20-20 parce qu'on imposait aux développeurs 20% de logement social, 20% de logement abordable et 20% de logement familial. C'est énorme, là. C'est-à-dire on dicte 60% de la construction d'un projet. Là, t'imagines, Mario, tu fais 1000 condos, là, ben, il y en a 60% que c'est la ville qui dit à quel prix les vendre puis un peu comment les fabriquer. C'est assez spécial. Puis, force est d'admettre, là, puis, tous les médias ont titré là-dessus ces dernières semaines que le règlement est une catastrophe. Là. Je veux dire, il se construit pas de logements sociaux à Montréal depuis 2 ans. Je pense qu'il y en a eu 85, là, une affaire comme ça. Et pas mal de développeurs préfèrent payer, parce que la loi prévoit une pénalité, préfèrent payer de l'argent que de construire des logements sociaux parce que finalement, la ville met énormément de bâtons dans les roues. On a déjà parlé des permis, là, Mario, qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes à obtenir depuis quelques années. Et donc, les développeurs préfèrent payer. Et donc, face à cet échec-là, il y a eu une rencontre il y a quelques semaines au niveau de la ville. Puis qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, Mario? La ville, d'ajouter des pénalités additionnelles, ce qui est quand même, je sais pas, moi comme économiste, il y a des gens qui voient le monde différemment, j'imagine que moi, mais donc de pénaliser davantage, comme si plus de pénalités, ça allait inciter les développeurs et les promoteurs à faire des logements sociaux. Évidemment, c'est contre-intuitif puis contre toute logique économique. Ça risque évidemment de mener directement à l'inverse. Et donc, c'est drôle, la Chambre de commerce du Montréal métropolitaine avait été plutôt muette sur ce sujet-là. C'était dit, bon, on va jouer à la balle avec l'administration, on va essayer de ménager un peu. Mais là, aujourd'hui, Michel Leblanc et son équipe sortent de manière assez violente pour dire c'est assez. Ils demandent, Mario, rien de moins qu'on cesse l'application du règlement, alors qu'on suspende son application avec effet immédiat, puis qu'on stimule la construction résidentielle. Tout indique que le règlement a assommé le secteur de la construction résidentielle à Montréal, là, complètement. Là. Le règlement et bien d'autres choses. Là, j'en parlais avec une collègue plus tôt. Là. C'est sûr que bon, le changement de cap un peu à Québec n'aide pas. Là. Tu te rappelles, il y avait un programme qui s'appelait Accélogie. Bon, le gouvernement de la CAQ a voulu refaire ce règlement-là. Il y a eu comme une période. Mais l'enjeu, puis ce que résume très bien Michel Leblanc, puis le petit document de la Chambre, Mario, c'est qu'on obsède sur le logement social et le logement abordable, puis en enlevant du marché ces unités-là qu'on traite comme étant spéciales, on fait augmenter le prix de toutes les autres unités parce qu'évidemment, t'enlèves de l'offre au marché. Et il y a une expression que j'aime beaucoup dans le document. On parle d'un continuum d'abordabilité. Hein? C'est-à-dire que tu as des logements sociaux à un extrême, puis tu as des penthouses là, à Westmount à l'autre extrême. Mais c'est un continuum, l'abordabilité. Puis plus on va enlever de logements sur le marché libre, plus ça va être cher pour tous les autres. Puis tous les autres, c'est toi, c'est moi, c'est la classe moyenne, c'est tout le monde. Et donc, ultimement, ce règlement-là a eu comme impact de faire augmenter les prix indirectement pour la plupart des gens et donc de créer de la non-abordabilité. Donc, selon la Chambre, puis je suis bien d'accord avec ça, Mario, il faut que ça cesse et donc de suspendre le règlement immédiatement là, avant qu'il soit peut-être réécrit. Ça serait, il me semble, une bonne mesure. Sauf que politiquement, là, pour la mairesse, c'est comme avouer un échec, puis en politique, on n'est pas fort là-dessus, avouer des échecs, là.
Je te disais, Mario, que j'avais quand même la lecture, puis je suis loin de ce milieu-là, mais que la mairesse est mal entourée. Puis Oui. on a parlé de l'ECPM beaucoup ces temps-ci, puis bon, c'est une drôle de gang de moutons noirs, mais en matière d'économie du logement, c'est la même chose, Mario. Puis cette idée que quand un règlement marche pas, il faut rendre le règlement pire, pour moi, c'est comme un symbole de cette mauvaise logique qui est appliquée à l'Hôtel de Ville de Montréal. Et encore une fois, je pense pas que c'est Mme Plante elle-même, autant que les gens qui l'entourent et qui la conseillent, qui ont une lecture complètement erronée de la situation. Donc, je souhaite vivement là, qu'on reprenne le dossier. Je pense que tout le monde veut du logement, Mario. On s'entend sur la finalité, juste pas sur les moyens. Puis là-dessus, ben, je pense qu'il faut reprendre notre bâton de pèlerin puis faire des règlements avec la collaboration de tous les acteurs et pas juste une petite gang là, à l'Hôtel de Ville isolée du vrai monde. Francis, merci. Bonne fin de semaine. Au revoir. Bonne fin de semaine.